Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire dédié à la Journée internationale des droits des femmes. Alors, on le rappelle que cette journée permet de faire avant tout donc un bilan de la condition féminine, de célébrer les victoires et les acquis en matière de droits des femmes et bien entendu de réduire les inégalités entre les sexes. Et pour ce faire, alors on a voulu mettre en avant des femmes inspirantes du secteur de l'hôtellerie-restauration, donc à savoir Karen Serfati de Food Hotel Tech, Bérangère O de Big Mama et Sarah Chouraki de Too Good To Go. Et pour ma part, j'aurai l'honneur de représenter Mapal Group. Alors déjà, merci à toutes les trois d'avoir accepté l'invitation en cette journée particulière. Nous aurons l'occasion, donc pour les personnes qui nous écoutent, au cours des 30 prochaines minutes, donc d'une part, d'en savoir un petit peu plus sur le parcours de chacune. Deuxièmement, ensuite, on verra un petit peu quelques chiffres liés à chacune des entreprises respectives et également des actions mises en place pour réduire justement les inégalités. Et enfin, justement, j'aimerais avoir votre avis sur les tendances 2022 et la place de la technologie dans le secteur. Alors, je vous propose qu'on commence par un tour de table, qu'on puisse se présenter, et si vous voulez bien, je vais démarrer. Je suis Elsa Dang, j'ai 30 ans et je suis directrice marketing au sein du groupe Mapal. À l'origine, je faisais partie en fait, de l'équipe Isis F&B depuis 3 ans, avant son intégration au sein du groupe en juin 2021. Mon poste initial était le même, donc j'ai eu la chance de pouvoir intégrer Mapal avec le même poste, avec voire plus de responsabilités, une équipe plus grande et un côté international très présent. Et pour les personnes donc qui nous écoutent, et qui ne le sauraient pas, donc MapalOS est une suite back-office, dédiée au secteur de l'hôtellerie-restauration. On a plusieurs solutions aujourd'hui qui sont adaptées à différents besoins. Donc on a Workforce pour l'optimisation des plannings, Compliance pour la conformité des opérations, Flow Learning pour la gestion des apprentissages et EasyList F&B pour la gestion 360 des cuisines, produits et achats pour les établissements multisites. Et pour en revenir, très rapidement, sur mon parcours, donc ça fait déjà 6 ans maintenant que je travaille dans la food tech et puis, je dois dire que les métiers en fait du marketing, de la communication, il y a plus souvent des femmes que des hommes. Mais à l'inverse, dans les boîtes tech, il y a généralement plus d'hommes que de femmes, parce qu'aujourd'hui les métiers, comme développeurs sont prisés par des hommes, même si ça commence à changer petit à petit. Alors, j'ai toujours été très bien entourée dans mon expérience et par des personnes, très bienveillantes, qui m'ont aidée à grandir et à acquérir de l'expérience. Mais aujourd'hui, c'est de vos expériences, dont j'ai envie de me nourrir. Alors je vais passer la main à Sarah, qui nous présentera son parcours, son entreprise et puis, les challenges qu'elle a pu rencontrer. Merci Elsa. Du coup, bonjour à tous. Moi, je suis, Sarah Chouraki et je suis, directrice de Too Good To Go. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît Too Good To Go, mais Too Good To Go est le leader mondial de lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment à travers une application, qui permet de connecter au bon moment et au bon endroit, des commerçants qui ont des invendus avec des utilisateurs qui vont vouloir sauver ces paniers autour de chez soi. Et ça a commencé il y a 6 ans l'aventure et aujourd'hui, juste pour donner un peu quand même des chiffres, on a 11 millions d'utilisateurs sur l'application et on travaille avec 20 000 commerçants en France. Donc ça, c'était un peu l'intro pour Too Good To Go. Quant à moi, en fait, ça fait, j'ai 36 ans. J'ai commencé chez Danone. Du coup, j'ai passé 10 ans dans cette magnifique entreprise, plutôt dans des métiers financiers, beaucoup à l'international. Et qu'est-ce que j'en retiens de cette expérience? C'est que vraiment à aucun moment je me suis sentie, femme ou pas femme. En tout cas, j'étais, juste entre guillemets «une employée qui avait ses chances comme les autres». Et notamment, je pense que ça, c'était, parce que j'ai eu des mentors qui m'ont permis aussi de me faire confiance, et je pense entre guillemets, parce que, je le méritais sûrement, mais en tout cas, c'était plus du mérite, on va dire, que n'importe quel quota ou autre. Et aussi parce qu'il y avait beaucoup de rôles modèles et ça, je pense que c'est hyper important. C'est-à-dire qu'en fait, à n'importe quel niveau de la hiérarchie, que ce soit, mes managers directs ou, au niveau du COMEX, il y avait une grosse représentativité de femmes et des femmes qui donnaient envie, ce qui est hyper important. C'était pas juste une histoire de femmes, c'est juste que, en termes d'équilibre, de personnalité, de ce qu'elles savaient faire, de la façon dont elles se comportaient, moi, en tout cas, je ne l'ai jamais vu comme un problème. Et notamment, je pense aussi que chez Danone, on avait un vrai accompagnement aussi en tant que leader, que ce soit femme ou homme, mais qui permettait en fait d'avoir confiance en soi quand on prenait des postes à responsabilité. Et en fait, dernièrement, ma dernière expérience chez Danone, c'est que j'étais directrice financière d'une des filiales aux États-Unis, et j'avais 30 ans et en vrai, on m'a donné ma chance et ça s'est hyper bien passé et je pense que ça a vachement contribué à ça. Et moi, je dirais que les challenges que j'ai pu, rencontrer finalement, ça a surtout été en externe, quand il y avait des rendez-vous clients.
Et notamment, aux États-Unis, en l'occurrence, je me souviens, en fait, d'avoir fait des négociations avec des distributeurs texans. Alors c'est un peu cliché, mais clairement, c'était, des hommes blancs, 55 ans et quand ils m'ont vu arriver dans la salle, clairement, pour le coup, ils étaient en mode genre: «Qui a pris ce stagiaire, quoi?» Et je pense qu'en tout cas, c'était un peu l'expérience qui m'a dit: «Ah oui, je suis peut-être dans un environnement privilégié», dans des entreprises en tout cas qui en ont conscience, ce qui n'est pas forcément valable partout. Et en tout cas, c'est vrai que maintenant sur des rendez-vous clients, c'est ces moments-là où je peux sentir peut-être un peu, ces choses-là. Et dernièrement, Too Good To Go et je m'arrêterai là, c'est aussi que Too Good To Go a été créé, par, une femme en France de moins de 30 ans, et notamment même la CEO qui est, au Danemark est aussi une femme qui était fondatrice. Donc je pense encore une fois que l'exemple et le leadership est hyper, important. Merci Sarah pour ton partage d'expérience et bravo également pour ton parcours. Karen, est-ce que tu peux te présenter à ton tour, s'il te plaît? Bonjour, donc Karen Serfati, je suis la fondatrice de Food Hotel Tech, qui est un salon dédié aux innovations technologiques et digitales pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Et j'ai 56 ans, donc 20 ans en moyenne plus que vous. Et donc, je fais partie, je dirais, d'une autre génération, parce que 20 ans, c'est beaucoup. Et je suis entrepreneuse depuis toujours, avec une culture très méditerranéenne. J'ai 3 filles. Et je ne me suis jamais lancée, je me suis lancée en tout cas très tard, à 48 ans, à fond dans le business. J'ai toujours été entrepreneuse, j'ai toujours eu mon entreprise, mais j'ai laissé mon mari, on va dire, honnêtement, j'ai laissé mon mari s'exprimer complètement dans son travail. Et moi, en travaillant, j'ai toujours très bien travaillé, mais je m'occupais quand même de mes enfants. C'est-à-dire que même si j'avais la nounou, quand même le soir, je rentrais chez moi à la maison à un horaire à peu près normal, vers 7-8 heures. Et à 48 ans, mes filles, j'ai considéré que mes filles étaient suffisamment grandes et je me suis lancée à fond dans le travail, et ce qui m'a permis de faire des grandes choses. Donc, je voudrais le dire déjà à toutes les femmes qui ont 50 ans qu'elles sont perdues, parce qu'il y en a vraiment beaucoup on peut entreprendre tardivement et on peut faire des grandes choses. Et comme tu as dit, Sarah, c'est le fait d'avoir confiance en soi, c'est énorme. Et la confiance en soi, je vois que dans la génération des filles qui ont 30 ans aujourd'hui et celles qui ont 25 encore plus, elle est beaucoup plus, on l'apprend beaucoup plus, on a un regard beaucoup plus positif. Moi, quand j'avais 20 ans, c'était un peu différent, mais j'ai eu la chance d'avoir une mère entrepreneuse et une grand-mère entrepreneuse, ce qui est rare, et ce qui m'a toujours permis de me battre et donc d'arriver où je suis arrivée aujourd'hui, et je m'en suis très fière. Je dois dire la vérité que ça n'a pas été toujours facile, mais je suis très contente de voir qu'on peut faire. Et tout pour moi se base sur le regard qu'on porte sur soi-même. En réalité, on a plein de compétences et plein de capacités, et voilà. Donc ça, je l'ai découvert quand même un peu tard. Merci Karen pour ce message inspirant. Et d'ailleurs, tu as rencontré des challenges, toi, dans ton parcours d'entrepreneuse, justement, Mais, quand tu as voulu te lancer? je crois que, bien sûr, mais le plus grand challenge, c'est moi-même, hein, je vais être honnête. Parce qu'on sait très bien qu'on est entrepreneuse, et ça, on l'apprend tout de suite, toujours. Hein. Je pense que dès qu'on parle à ses proches de son projet, il y a toujours des barrières. Hein. Ah non, mais tu n'arriveras pas. Ah, mais non, c'est pas possible. Mais non, je crois que Sarah, tu as dû le ressentir plein de fois, Bérangère, peut-être aussi. Je crois que ça, c'est, mais hommes et femmes, hein, ça, c'est vraiment général. Quand on veut entreprendre quelque chose, dès qu'on parle de son projet, les gens sont capables de mettre devant ces barrières. Donc, je dirais que ça, c'est un non-problème pour moi, en tout cas, parce que je suis vraiment une entrepreneuse. Mais ma plus grande barrière, c'est le fait de croire en moi et de dire, je peux y aller, je peux le faire. Et honnêtement, dès qu'on réalise qu'on a tout ce qu'il faut en soi-même pour réussir, mais ça nous donne vraiment des ailes. Et je pense peut-être encore plus qu'aux hommes, parce que, en tout cas pour moi, il n'y a pas énormément, il y a beaucoup de femmes, mais pas énormément de femmes qui démarrent tardivement quelque chose de grand, parce qu'il faut Hotel Tech. Après, on a un autre salon très important qui est Tech for Retail, et on a l'ambition de faire d'autres salons. Donc, c'est une entreprise qui fonctionne très, très bien. On n'est pas une start-up en soi, parce qu'on ne lève pas des fonds, mais on a une croissance
vraiment impressionnante. Mmh. On a triplé de chiffre d'affaires en 3 ans, c'est quand même énorme. Et donc, du coup, voilà, tout ça, ça me donne vraiment de la confiance. J'ai une équipe de femmes qui m'aident beaucoup et auxquelles je crois. Et je pense que le fait de croire en elles ont changé de carrière avec moi parce que je leur ai donné toute la confiance pour grandir. Bah, merci Karen, Rien. pour ta présentation et ces messages inspirants. Et enfin Bérangère, je vais te laisser se présenter, si tu veux bien. Bonjour, donc moi je suis Bérangère Haut, je suis CEO de Big Mama France. J'ai 37 ans, j'ai 2 petits garçons qui ont 5 et 2 ans. Je le précise parce que c'est quelque chose de très important, je trouve, particulièrement. Enfin, je suis dans le secteur, moi, de la restauration pure, puisque Big Mama, c'est une start-up de restaurant. Donc, en fait, mes équipes sont des serveurs, des commis de cuisine, des chefs barman. Et c'est typiquement une population dans laquelle la présence des femmes est encore trop faible et dans lequel, moi, j'estime que je montre l'exemple en ayant un poste managérial avec des enfants. Et j'ai eu un parcours qui mixe, donc j'ai fait à peu près un peu plus de 10 ans dans les CHR, donc j'ai fait 5 ans chez Accor notamment, qui est une superbe école de formation et qui fait d'ailleurs très très attention aux femmes. Et en fait, donc j'ai mixé à la fois des fonctions stratégiques et des fonctions opérationnelles. Et les 2 fois où j'ai été enceinte et les 2 fois où j'ai eu mes enfants, j'étais justement en fonction opérationnelle. Donc la première fois, j'étais directrice d'un restaurant japonais. Donc je manageais une trentaine de personnes. Et la deuxième fois, j'étais directrice de la Felicita. Donc là, je manageais 250 personnes. La Felicita, c'est un food market dans le 13e à Paris. Et les 2 fois, j'avais un double rôle en fait en étant enceinte. C'était à la fois, c'était évidemment une aventure personnelle extraordinaire, mais en plus, je me disais, je montre l'exemple et je prouve qu'on peut être une femme, qu'on peut être jeune, qu'on peut avoir des responsabilités et qu'on peut être enceinte dans un poste où en fait, on finit parfois à 22h, 23h, on a un boulot un peu physique et un boulot managérial et c'est possible. Et c'est, voilà, je le dis, je le dis, d'autant plus fortement que je reconnais que avant d'avoir mon premier enfant, c'était quelque chose d'un peu bloquant pour moi. J'avais envie d'aller dans les opérations et je me disais, mais en fait, je veux un enfant, je peux pas trop aller dans les opérations. Si j'ai un enfant, ça va être compliqué, ça va être difficile. Et je me souviens que la personne qui m'a débloqué les choses sur cet aspect-là, c'était mon manager de l'époque, qui était l'ancien numéro 2 du groupe Accor, qui quittait le groupe et à qui j'avais parlé ça. Je lui avais dit, qu'est-ce que tu me conseilles? J'aimerais bien aller diriger, faire du terrain, mais j'aimerais aussi avoir un enfant. Je commençais à avoir 30 ans. Et il m'a dit, écoute, en fait, gère les deux en parallèle. Ne calcule pas tes enfants en fonction de ce que tu fais. Mène ta vie, mène ta carrière et les solutions, tu les trouveras. Et les enfants, c'est une superbe aventure et ne te mets aucune barrière. Et ça m'avait débloqué parce que de la part d'un homme qui avait 60 ans et qui du coup était d'une génération où on n'était pas censé faire attention aux femmes. Mais ça m'avait fait énormément de bien et je n'oublierai jamais cette discussion et ça m'avait vraiment libérée. Et je me suis dit, ok, je vais mener les choses de front et je vais y arriver. Et effectivement, à partir du moment où vous considérez que c'est possible, ça devient possible. Et c'est important et je le dis beaucoup aux jeunes filles qui sont dans mes équipes aujourd'hui parce que je sais que c'est des questions que Big Mama, c'est une boîte jeune, donc c'est des questions qu'elles commencent toutes à se poser parce qu'on approche la trentaine et on veut des enfants. Et je leur dis, mais c'est possible, allez-y. Et puis, on trouvera les solutions, en fait. Si nous, cette génération de femmes, on n'est pas capable de le faire, en fait, on ne changera pas le monde. Donc voilà, j'ai un peu parlé longtemps, non? Non, c'est très bien. C'est très bien, on a vu différents aspects là et non, c'est bien, vous avez tout apporté quelque chose de différent dans lesquels je me reconnais. Alors, peut-être pas pour les enfants tout de suite, mais en tout cas sur lesquels je me reconnais que j'ai pu voir. Alors moi, je suis du coup la plus jeune de nous quatre, mais que j'ai pu aussi avoir. Donc, j'ai eu effectivement des femmes très inspirantes dans le côté managérial qui étaient souvent en finance aussi. Et sinon, comme toi, Bérangère aussi, j'ai eu un mentor à un moment donné juste avant et encore aujourd'hui chez Isilis qui sur le coup effectivement sont des personnes qui poussent les femmes à vraiment vivre pleinement les conditions de la femme et être vraiment une femme, être une mère tout en ayant aussi une carrière à la même hauteur que les hommes, voire peut-être même plus avec les messages encourageants qu'on peut avoir.
OK, bah, merci en tout cas à vous toutes et je suis encore d'autant plus contente maintenant, d'être là avec vous, avec, les premiers retours que vous m'avez faits. Donc j'ai hâte de voir la suite et j'espère que ça plaît également aux personnes là qui nous écoutent actuellement. On va passer à la deuxième partie là, on va faire un petit retour rapide sur, les chiffres, même si vous avez commencé un petit peu à faire du teasing dans la présentation. Hem donc par rapport à ça, maintenant qu'on a parlé un petit peu des parcours, présentons un petit peu de façon plus concrète, nos entreprises à travers des chiffres sur les égalités donc hommes-femmes, mais également des politiques qui ont pu être mises en place pour, favoriser cette égalité. Donc je vais commencer si, vous voulez bien. Je vais par contre moi vraiment me focus sur la partie France, du groupe Mappal. Donc Mappal tout à l'heure, je les présenterai très rapidement. Aujourd'hui, le groupe, en fait, c'est un groupe qui est, composé d'environ 300 personnes, réparties un petit peu partout en Europe. On a des bureaux au UK, en Suède, en Espagne, en France, et quelques personnes qui sont en full télétravail, depuis la Pologne, l'Estonie et cetera. Donc si on reste vraiment que, sur l'entité France aujourd'hui, alors, les chiffres que j'ai sont de 2021 et à ce moment-là, on était 96 personnes et sur cette année-là, alors on avait, 45 enfin les femmes en tout cas représentaient 45 des effectifs, total. Et si on regardait un petit peu de plus près sur la catégorie socio-professionnelle, alors c'est assez, marrant parce que quand j'ai sorti les chiffres, on a à la fois 46 d'entre elles qui représentaient des agents de maîtrise, mais également 46 étaient des cadres. Vraiment 46-46. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Donc c'est plutôt, équilibré, et du côté également salaire, donc dans le top 10 des salaires, qu'il y a sur l'entité France, on a, 5, qui, sont des femmes, soit également, 50 et donc et également parce que pour nous, la parité, c'est aussi dans les 2 sens. Donc depuis juillet 2021, le congé paternel chez nous est passé à 25 jours. Il est indemnisé à 50 par la sécurité sociale et le maintien de salaire est possible à partir de 1 an d'ancienneté, chez nous contre, 2 ans légalement. Donc je dois dire que c'est plutôt, agréable, de vous présenter, des chiffres comme ça, de me dire aussi que je travaille dans un environnement comme celui-ci. Et bah, maintenant, à votre tour, de me présenter un petit peu, ces chiffres-là. Peut-être qu'on peut recommencer par toi Bérangère, si tu veux bien. Si tu veux me présenter quelques chiffres, chez Big Mama? Alors go. Donc comme je le disais, en préambule, la restauration, c'est pas, un univers très féminin. Pour les raisons, pour des raisons un peu, malheureusement évidentes qui sont, c'est une vie qui est dure, où on finit tard. Il y a des gros horaires et donc rapidement en fait les femmes s'en extraient en fait, elles s'auto-censurent dans ce milieu-là. Donc au global chez Big Mama France, il y a 30% de femmes. Donc c'est assez peu et on les trouve, ce qui rééquilibre un peu, c'est la salle. Dans les métiers de salle, on trouve à peu près la moitié de femmes, un tout petit peu moins de la moitié de femmes, chez nous en tout cas. En revanche, dans les métiers de cuisine, on est entre 10 et 15%. Donc c'est vraiment très peu. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de femmes et même dans les écoles dans les écoles de cuisine aujourd'hui, il y a moins de femmes que d'hommes. Donc je pense que c'est aussi tout un travail qui doit commencer dès l'école et dès la manière dont on éduque nos enfants. Je pense qu'on est très conscient de ça aujourd'hui et pour celles qui sont en train d'élever des enfants, elles s'en rendent compte. On a des réflexes de langage parfois qui sont juste absurdes et qu'il faut gommer et dont on se rend parfois même pas compte. Et désolée, je fais une digression, mais parce que c'est des trucs, je pense, qu'on vit tous. Quand vous allez chez vos parents et que vous ressortez des vieux bouquins qu'on lisait quand on était enfant, c'est parfois choquant à quel point on est dans des clichés, quoi. Alors, Martine, pour ne citer que ça, mais même oui, des trucs qu'on lisait et on les relit là adulte et on se dit mais c'est pas possible. Et en fait, c'est comme ça qu'on met des clichés très très tôt dans la tête des petits. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement assez peu de femmes. Nous, chez Big Mama, on est assez volontariste pour les faire venir. On est volontariste pour que ça se passe bien. Alors évidemment, je le précise, mais c'est une évidence, c'est les mêmes salaires pour les hommes et pour les femmes à poste égal. Je préfère le préciser, mais bien sûr, on fait attention à ça. On a été les premiers à mettre 1 mois de congé paternité, la première entreprise de restauration à le faire en France. Avant que la loi ne passe, donc c'était déjà je crois que c'était juste avant le Covid, j'ai un peu perdu la notion du temps. Les ordres de grandeur
depuis 2020, mais je crois que c'était juste avant le Covid qu'on avait décidé ça. Et donc on a une personne chez nous qui entre autres choses s'occupe de l'égalité homme-femme et s'occupe de promouvoir les femmes. Donc on a des programmes dédiés pour pousser le leadership des femmes. Dans mes équipes, juste pour vous donner alors dans les directeurs de restaurants, par exemple, quand j'ai pris mon poste il y a 1 an, il y avait une directrice. Aujourd'hui, il y en a 4 sur 12 restaurants, donc ça va dans le bon sens. Sur les managers de restaurants, donc c'est les chefs de la salle, aujourd'hui, sur 12 managers, 7 sont des femmes. Là, c'est 60% quasiment sont des femmes. Donc, on travaille là-dessus, mais c'est vrai que le constat est une base de départ assez faible pour les raisons que j'ai expliquées au départ. Donc, nous, on est volontariste dessus, en tout cas. Et j'évoquais tout à l'heure les congés maternité et autres. On commence à avoir ça chez Big Mama, parce que l'entreprise est assez jeune, hein. Big Mama, ça a 7 ans, et au départ, le modèle, c'est de recruter des personnes qui ont 18-20 ans et on les fait grandir. Donc, on les prend serveurs commis et on les fait grandir en interne. Donc, quand Big Mama a été créé, tout le monde avait 20 ans, les gens commencent à approcher la trentaine. Donc là, j'ai des cas cette année de managers qui sont enceintes en ce moment. Et justement, un des challenges qu'on s'est donné, c'est de leur permettre de continuer leur métier avec des petits bouts de chou et de voir comment on peut organiser leur travail, etc., pour leur permettre de continuer dans ces voies-là et de ne pas s'arrêter parce qu'elles sont des femmes et qu'elles ont un enfant. Voilà un peu pour un état des lieux général de la situation chez Big Mama. Merci Bérangère pour ces chiffres. Effectivement, c'est encourageant par rapport à ce que vous avez mis en place et les chiffres que tu présentes et l'évolution et le taux de présence des femmes dans la restauration. Maintenant, passons au tour de Sarah, si tu veux bien, pour Too Good To Go. Oui, bien sûr. Je pense qu'on a en fait les mêmes problématiques en termes de tranche d'âge, on va dire, et de population que Big Mama, mais c'est pas du tout les mêmes métiers. Parce que nous, on a justement trop de femmes presque. Donc on avait un index d'égalité homme-femme en 2020 qui était de 100, qui est passé à 96 en 2021. Juste pour donner un chiffre, en 2020, du coup, on avait 21 hommes et 55 femmes, donc 27% en haut de garçons. C'était la même chose en 2021. On commence un tout petit peu maintenant à avoir un petit peu plus d'hommes, mais grosso modo, en tout cas, nous, on a une surpondération de la gente féminine. Ce qui est important, du coup, une fois qu'on s'est dit ça, c'est vraiment de regarder aussi au niveau des managers et de la direction. Et là-dessus, nous, au niveau du CODIR, on est à 50-50. Et au niveau des managers, il y a encore pas mal de femmes, même en majorité. Donc, du coup, c'est comment on accompagne, on va dire, ces jeunes femmes, justement, dans la progression de carrière. On fait super attention à bien regarder tous les chiffres là-dessus, sur les promotions, sur les salaires, etc. Et je pense qu'en effet, le congé mat est quand même un point hyper clé. Moi, on me l'avait vachement dit en me disant, mais oui, tu vois peut-être pas le problème d'être une femme dans le monde de l'entreprise tant que tu n'as pas eu d'enfant, et à ton premier enfant, tu déchanteras peut-être. Et en l'occurrence, j'étais en congé mat l'année dernière et je ne l'ai pas vu parce que j'ai eu une entreprise qui m'a très bien traitée, entre guillemets, mais à un poste de DG. Et je pense que c'était un symbole hyper fort pour les employés parce qu'on n'avait quasiment pas eu de congé mat encore. Là, pareil, ça commence à pas mal arriver. Et du coup, tu te dis, attends, mais j'ai ma directrice générale qui a fait un bébé alors qu'elle était à ce poste-là et qui revient, et en fait, à qui on laisse quand même un peu le temps de s'organiser, etc., de laisser la dire justement, elle a la flexibilité parce qu'elle est DG. Non, c'est vraiment juste de dire, c'est une culture d'entreprise. Et du coup, je pense que là-dessus, nous, c'est pareil. Ce qu'on a fait, en tout cas, et c'est pour le coup Too Good To Go au global, c'est d'offrir 1 mois de congé maternité et paternité 100% payé à du coup tous les hommes et toutes les femmes du groupe, pour laisser plus de temps aussi, parce que d'un point de vue culturel, je pense que les Danois hallucinent de fait que la France ait que 2 mois et demi, 3 mois de congé maternité et moins pour les hommes. Donc en tout cas, ça, c'est une des grandes mesures qui ont été faites. Et sinon, je pense que c'est vraiment au jour le jour, où on essaie aussi, en effet, comme on le disait, en fait, d'avoir un niveau individuel, vraiment de donner confiance à chaque personne, parce que même si notre génération, elle est évidemment plus... je pense que ça a été facilité par rapport à ce que disait Karen tout à l'heure, mais pour autant, il faut quand même continuer à donner confiance en soi, parce que tout le monde ne l'a pas. Il ne faut pas partir du principe que parce qu'on a 25-30 ans aujourd'hui, toutes les femmes ont confiance en elles. Non, c'est aussi chacun a ses singularités, individualités. Donc, on travaille là-dessus pour vraiment travailler la confiance en soi, sur la prise de parole, etc. Et après, en effet, c'est plus d'un point de vue culture d'entreprise, de montrer qu'en effet, on peut grandir dans l'entreprise, être promu, avoir des enfants, continuer. Et c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure, mais moi, les rôles modèles, ça m'a inspirée, et je pense qu'on continue à inspirer nous chez Too Good To Go à travers ça. Merci Sarah pour
pour ce partage. Et enfin, Karen, alors tu as déjà mentionné très rapidement tout à l'heure, mais je te laisse présenter les chiffres. Alors, donc, nous sommes une société clairement beaucoup plus petite. En tout, nous sommes 9 salariés à temps plein. Et des 9 salariés, il y a un seul homme. Donc, c'est facile. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, étant moi la fondatrice, je suis à la base des embauches, c'est plus facile pour moi d'embaucher des femmes. Et je le dis parce que pour les hommes, dans le passé, c'était plus facile d'embaucher des hommes. Il y a quelque chose qui s'est créé naturellement, il y a une affinité qui s'est créée naturellement. Et donc là, j'ai décidé qu'on va embaucher un homme dans un poste bien précis parce que je voudrais augmenter. Je trouve que l'enrichissement, c'est vraiment d'être les deux sexes. Évidemment, chacun apporte quelque chose, mais je dois faire un effort parce qu'effectivement, quand je fais passer des entretiens, j'ai des affinités plus évidentes avec des femmes, donc je dois me faire un peu violence pour embaucher des hommes. Et du coup, voilà, je le dis pour... je comprends bien tous les efforts qui ont été faits, qui sont en train de se faire aujourd'hui, qui ont été faits dans le passé, pour les hommes qui ont toujours été managers dans des boîtes, qui ont embauché plus facilement des hommes plutôt que des femmes. Donc, et chez moi, comme il n'y a que des femmes, évidemment, il y a le congé maternité. La loi chez Foodotech et Tech for Retail, c'est que vraiment, il faut être super bien au travail. Et au travail, je dis souvent, mais à la maison, en réalité, être bien dans soi-même. Pour être bien au travail, il faut être bien dans sa vie privée. Je ne crois pas que ça soit possible de faire l'un sans l'autre. Donc, il n'y a pas de règles aussi formatées parce qu'on est une toute petite entreprise, mais je m'attarde beaucoup au bien-être des personnes qui travaillent avec moi. Je suis persuadée qu'on ne peut pas donner le mieux de soi-même au travail si on n'est pas super bien chez soi à la maison. C'est impossible, en tout cas pour moi. Voilà, je ne vais pas rajouter beaucoup plus par rapport à ce qui était dit par Bérengère. Merci Karen. Et effectivement, c'est vrai que si tu as un seul homme dans ton équipe, c'est c'est déjà fait. Mais c'est marrant de voir que chez toi, ça va être plutôt la démarche inverse pour essayer de rééquilibrer le pourcentage. Merci en tout cas à tous les trois sur vos retours sincères sur le sujet, les initiatives également prises en main, que ce soit pour équilibrer avec plus de femmes ou plus d'hommes, et également améliorer les conditions de la femme. Je vous propose maintenant qu'on passe sur la dernière partie. Et donc pour cela, Karen, je vais te redonner la parole, hein, comme tu viens juste de la voir. Est-ce que tu pourrais du coup nous présenter un petit peu, par rapport à ton point de vue, quelles seront les tendances 2022 et puis quelle sera selon toi la place de la technologie dans le secteur de l'hôtellerie-restauration? Alors, je ne vais pas dire des choses incroyables parce que c'est ce qui est écrit dans tous les journaux. La Covid a clairement accéléré l'utilisation de la technologie, de tous les outils digitaux, que ce soit dans l'hôtellerie comme dans la restauration. La restauration est confrontée à cette omnicanalité. Il faut qu'elle soit capable de livrer, de faire son travail habituel, hein, de servir des tables, en même temps de la vente à emporter et en même temps du click and collect. Donc, il faut pouvoir gérer tout ça. On a vu que le problème du recrutement est essentiel. Donc, recruter, ça veut dire former rapidement. Donc, le e-learning. Donc, je trouve que les innovations technologiques et digitales sont présentes, seront de plus en plus présentes parce que c'est des outils immédiats qui vont permettre d'être plus efficaces dans le back-office et aussi d'être capable de répondre mieux aux besoins du client final. Nous, en tant que clients finaux d'un restaurant ou d'un hôtel, on a le téléphone, c'est même pas qu'on a le téléphone à la main, on a nos habitudes, se sont vraiment développées énormément suite à la Covid. Elles étaient encore, déjà avant, elles étaient bien développées. On avait des affinités avec tous les outils digitaux. Mais ces 2 années passées un petit peu enfermées
ont accéléré ces habitudes. Et ces habitudes ont fait aussi que notre conception du monde aussi a changé, c'est-à-dire qu'on va faire attention à comment le monde évolue. Tout ce qui est RSE, ce n'est plus un détail, mais ça devient un déterminant. Et donc, les éléments technologiques et digitaux vont aider dans ce sens. Nous, consommateurs finaux, on a besoin qu'on fasse attention à nous, qu'on soit reconnus. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'avoir quelque chose derrière en back-office qui va nous dire qui est ce client, de quoi il a besoin, c'est quoi sa date d'anniversaire, quels sont ses goûts. Et toujours, les mêmes outils digitaux vont nous permettre d'utiliser, d'optimiser un espace de restauration. Donc, aujourd'hui, c'est impossible, je pense, pour n'importe quel hôtelier restaurateur de fermer les yeux et de dire ça ne nous aide pas les innovations technologiques et digitales. Vous, chez Mapal, c'est une évidence, vous êtes au cœur dans ce que vous faites. Et Too Good To Go, pour tout ce qui est RSE, c'est des key points parce qu'on ne va plus jeter. Donc, je crois que on parle vraiment presque d'évidence aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est que l'âge moyen des hôteliers, des restaurateurs, des restaurateurs, plus que des hôteliers, excusez-moi, elle est encore de 50 ans. Donc, ils ont plus mon âge que votre âge. Ce qui signifie que l'aptitude à intégrer ces innovations est un tout petit peu moins fluide que celle chez quelqu'un de 30 ans. Et ça, évidemment, il faut en prendre conscience parce que quand le CEO, quand le fondateur, quand celui-là qui doit impulser quelque chose n'est pas très à l'aise, il va avoir un peu plus de mal à la faire intégrer par son équipe parce qu'on sait très bien qu'il ne suffit pas d'acheter une innovation, il faut que l'équipe soit capable de l'intégrer et de se l'approprier. Donc, toutes ces problématiques-là sont le cœur de Food Hotel Tech, évidemment, parce que savoir quoi trouver, bon, ça, on l'a même sur notre marketplace, on a une marketplace avec la liste de tous les produits, mais il faut encore les comprendre, savoir les intégrer et permettre que les équipes à l'intérieur des hôtels et des restaurants soient capables vraiment de faire que ces outils soient vraiment utiles. Donc, je trouve que voilà, il n'y a pas trop de discussions autour de ça. Les problématiques sont vastes, vraiment vastes, parce que vraiment, le RSE, aujourd'hui, on ne peut plus fermer les yeux. L'État a mis des règles en place. Les consommateurs finaux sont vraiment très sensibles. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé pour s'approvisionner, je pense que le restaurateur et l'hôtelier sont devenus aussi sensibles. Donc, le contexte global est mûr pour que ces innovations soient vraiment utilisées par tout le monde. Évidemment, il y aura encore des petits blocages qui vont se déliter petit à petit. Alors, vraiment, dans les deux domaines. Là, je parlais vraiment dans la restauration parce qu'on est avec Bérangère et Sarah, mais on retrouve exactement les mêmes choses dans l'hôtellerie. Voilà, je ne vais pas vous parler, ça va prendre de temps. Maintenant, par rapport aux femmes, pour qui a visité Food Hotel Tech, on peut voir qu'il y a beaucoup d'hommes. Nos exposants sont vraiment en majorité des hommes. Je voulais, au départ, quand je me suis engagée dans ce salon, je me suis dit, je ne ferai jamais une table ronde sans une femme. C'est impossible pour moi de faire une table ronde sans une femme. Je peux vous dire que je me bats. Mais vous pouvez pas savoir le nombre d'invitations que je fais aux femmes. Et combien de femmes encore me disent « Non, je n'ai pas grand-chose à dire, je ne suis pas vraiment très pertinente. » Alors que les hommes, ils sautent. Mais vraiment, ils n'ont pas plus grand-chose à dire que les femmes, mais ils se sont toujours très prêts à dire, très capables. Donc, c'est la confiance et la barrière dont tu parlais juste avant. Ouais. Je crois. J'ai 3 filles, elles sont jeunes, 28, 26 et 22 ans. Le livre de Sheryl Sandberg, Lénine, j'ai obligé mes filles à le lire. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est l'expérience que Sheryl Sandberg est la CEO de Facebook. Bien sûr que ça évolue très vite.
Mais on n'y est pas encore à la parité. Et on a, comme Bérangère, tu disais tout à l'heure, ces stéréotypes qu'on a dans la tête avec oui, oui, moi je suis italienne, donc j'ai pas lu ces livres, mais mes enfants l'ont lu. Mais avec Walt Disney, même si ça a énormément évolué, évidemment, mais on a encore dans la tête des stéréotypes qui font partie de notre culture, qu'il faut apprendre à dépasser. Alors, il ne faut pas tout balayer, évidemment, hein, mais il faut prendre, aller de l'avant, et ça va prendre encore un peu de temps. On est sur un excellent chemin. Hein. Je suis très optimiste et très positive. Le monde a fait des sauts en avant énormes. Voilà, nous sommes là, nous sommes 4 femmes qui ont eu du succès, qui travaillent très bien. Mais il y a encore quelque chose à faire, et je crois qu'on doit donner encore plus confiance aux femmes sur le fait qu'elles puissent avoir des enfants et travailler. L'exemple de Bérangère, je trouve qu'il est fantastique. J'ai pas eu ce courage quand j'avais l'âge de Bérangère. Je me suis dit, mon Dieu, mais comment je vais faire? Mon mari part tout le temps. Qu'est-ce que je vais faire moi avec mes enfants? Donc, je trouve que c'est fantastique de le dire, que tu peux avoir des enfants et en même temps faire une vraie carrière professionnelle. Moi, la seule chose que je peux dire aux femmes, parce qu'il y en a beaucoup de mon âge, à 50 ans, on peut entreprendre une vraie carrière, démarrer dans la vie, reprendre en tout cas une activité, s'élancer dans l'entrepreneuriat. Mais je trouve qu'encore plus fort et plus pertinent, c'est dire qu'il y en a beaucoup de femmes à 30 ans qui se posent 1000 questions. Et surtout, je dirais, ne renoncez pas à votre vie. Ce serait dramatique. Parce que l'ennemi des femmes de ma génération, c'était les femmes, ce n'était pas les hommes. Parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui ont fait carrière et qui ont dû renoncer tellement à leur vie. Il y en a, hein, malheureusement, il y en a. Parce que c'était beaucoup plus difficile. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Et je trouve que l'exemple d'avoir des femmes jeunes qui ont des enfants et qui font toujours carrière, c'est fantastique. Il faut le dire. Il faut qu'elles soient vraiment des porte-drapeaux, qu'elles soient l'exemple pour toutes les autres qui sont en train de suivre. Merci Karen pour ce partage et ces paroles valorisantes. On va passer maintenant au tour de Sarah, si tu veux bien reprendre la main. Ouais, bah, du coup, pour compléter un peu sur les tendances, puisque du coup, en effet, je pense que la livraison, c'est un point clé. Il y a eu quand même beaucoup le côté aussi qui est un peu lié à la livraison, mais pas que, qui est justement tout ce qui est dark kitchen, notamment, et qui sont liés à la livraison. Et je pense aussi après qu'en termes de changement, outre ça, je mettrai en avant un peu le côté agritech, ou en tout cas les consommations peut-être plus végétales ou protéines végétales en tout cas. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que nous, une entreprise comme Too Good To Go, on essaie de justement accompagner ces changements-là, notamment. Et je pense qu'on est assez fiers aussi d'être aujourd'hui l'application numéro 2 la plus téléchargée après McDo dans le Food and Drink. C'est ça, c'est sur Google Store, et la 5e sur Apple. Et pourquoi on dit ça? C'est que finalement, dans ces tendances digitales, on voit pas trop de tendances super écolo qui ressortent. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur, et de se dire comment en fait tous les changements qui accompagnent en fait le secteur de la restauration ne vont pas au détriment de la planète, parce que la livraison, mine de rien, il y a une certaine partie où c'est pas forcément éco-friendly, on va dire. Et pareil, après, c'est comment on accompagne tous les restaurateurs ou justement la production de nourriture, parce que par exemple ce que je disais un peu sur tout ce qui est steak végétaux par exemple, en fait en gros il y a une tendance, donc il y a des gens qui essaient, mais le consommateur n'est pas toujours prêt à les manger. Et nous c'est pour ça aussi que Too Good To Go, on est un peu là pour accompagner, justement, de dire s'il y a des invendus là-dessus, on va essayer de booster pour trouver preneur, parce que ça prend du temps ces changements-là. Et du coup voilà, on essaie d'accompagner. Donc moi je dirais un peu ces deux choses-là. Et c'est vrai qu'on encourage en tout cas à essayer d'avoir des innovations tech plus écolo que juste la livraison, qui en effet sert le consommateur final, mais ne va pas forcément dans le sens positif. Merci Sarah pour ce retour. Et puis on va terminer du coup ce tour de table sur les tendances avec toi Bérangère. Du coup, quel est ton point de vue par rapport aux tendances, et puis selon toi, quelle sera la place de la technologie également au sein du groupe Big Mama?
du coup, je vais faire une réponse qui fait beaucoup écho à celle de Karen et Sarah. Donc, il y a une partie qui s'est développée par l'arrivée du Covid, notamment via la livraison, via les plateformes de livraison. Nous, Big Mama, on a lancé Napoli Gang, qui est une marque de nourriture italienne en livraison uniquement. Donc, une marque qui expédie depuis des Smart Kitchen et qui permet de retrouver Big Mama à la maison sans avoir les restaurants ouverts. Donc, ça a été développé pendant le Covid et ça continue aujourd'hui à vivre fortement parce que la livraison a pris toute sa place. En fait, les habitudes des consommateurs ont profondément changé. Et aujourd'hui, quand on sort pour une expérience et on sort plus simplement parce qu'on n'a pas envie de cuisiner. Quand on n'a pas envie de cuisiner, en fait, on se fait livrer maintenant. Alors qu'avant, quand on n'avait pas envie de cuisiner, on descendait en bas de chez soi et on allait au restaurant en bas de la maison. Donc ça, c'est des tendances dont on a déjà parlé. Après, chez Big Mama, on a mis en place aussi, avec l'arrivée du Covid, on a mis en place un mode de paiement dématérialisé. Donc en fait, aujourd'hui, alors ça s'appelle Sunday, donc on en a fait une filiale à part. Mais aujourd'hui, quand vous venez dans un restaurant Big Mama, plutôt que de passer ce moment de fin de repas qui est jamais très agréable, où on appelle le serveur, on attend pour avoir l'addition, après il arrive avec l'addition, on lui dit qu'on veut payer par carte bleue, on attend qu'il revienne avec la machine, entre-temps il sert 3 cafés à d'autres clients, il répond à d'autres besoins, et finalement on attend beaucoup pour une fin de repas qui souvent est pressée, surtout le midi. Mais là, on permet au client de scanner un QR code et de payer son addition de manière agile, quand il veut, en 3 minutes, en faisant les partages qu'il a envie de faire. S'il veut payer qu'une pizza, il paye qu'une pizza et les personnes avec lui payent chacun ce qu'il veut payer. Et donc, ça permet au client d'être totalement autonome sur la fin de repas et de ne pas être dépendant dans son rythme à lui, du rythme du serveur qui peut être occupé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place chez Big Mama, mais bien évidemment dans beaucoup d'autres restaurants, puisque Sunday, c'est une solution qu'on a développée en interne, mais qu'on vend maintenant de manière totalement large. Et ça, je pense que c'est un biais qui bouscule un peu, qui vient bousculer un peu la restauration, qui a bousculé l'hôtellerie il y a déjà une dizaine d'années. Hein. C'était le fast check-out dans l'hôtellerie. Enfin, c'est un peu l'équivalent du fast check-out dans l'hôtellerie. Beaucoup de gens ont oublié que quand moi j'étais petite, en tout cas, on faisait la queue quand on avait dormi à l'hôtel le matin pour rendre sa chambre, qu'on faisait un vrai check-out et donc tout le monde se précipitait à la réception et entre 8h30 et 10h, il y avait une file d'attente à la réception. Aujourd'hui, c'est terminé. Vous quittez l'hôtel, vous passez même plus par la réception bien souvent. Vous avez déjà tout pré-rempli en ligne et c'est bon, c'est facile. La restauration est en train de vivre un peu ça. C'est-à-dire que le moment on veut pas en fait qu'il y ait une rupture d'expérience pour parler d'argent en plus, qui est jamais un moment agréable. On veut pas qu'il y ait ça à la fin du repas au resto. Et donc ça, c'est une petite tendance, mais je pense que c'est une tendance qui va s'installer dans les habitudes et qui va faire qu'on va partir maintenant du restaurant non pas sans payer, mais sans faire vraiment ce moment du paiement où il y a un arrêt sur image et tout le monde se met à discuter autour de la note, etc. Après, d'autres tendances de fond, je rejoins Sarah, je pense qu'il y a une vraie réflexion, en tout cas chez les nouveaux acteurs autour de l'écologie, comment on peut faire de la restauration sans faire mal à la planète. La restauration, c'est une activité qui génère quand même, qui a quand même un impact écologique fort. Alors évidemment, quand on fait de la livraison, donc nous Napoli Gang, on essaie de travailler des packaging qui sont le plus responsable possible. Et j'ai parlé de Tobben, désolée, du coup je vais être obligée d'en parler. On lance notre marque de burger. Une marque de burger bio. Alors en fait, ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire du burger et justement parce que nous, on est Bicorp, donc Big Mama est Bicorp depuis 2018, on hésitait à le faire parce que le burger, il y a rien de plus, le bœuf, il y a rien de plus mauvais pour la planète. Et en fait, du coup, on s'est dit, ça nous fait triper de faire du burger. Ok, mais on va faire un burger qui change le monde. Donc on va faire un burger qui sera bio déjà. On va faire très, très attention à tout ce qu'on met dans nos produits. On va évidemment tout faire maison parce que ça, c'est Big Mama, on fait tout maison. Et on va travailler des packaging qui sont totalement compostables. Donc, on essaye de faire un produit qui soit vraiment bon et bon pour la planète. Et ça, donc j'ai parlé de Tobben, mais chez Big Mama, on se dit, nous aussi, on a des machines à plonge, on fait couler de l'eau tous les jours, il y a des restes alimentaires, donc comment on fait déjà pour être bon sur le tri sélectif. Il y a une somme de petites actions, toutes plus ou moins importantes, mais qui mises bout à bout ont un effet positif. Donc c'est à la fois quand on construit un restaurant, prendre des matériaux qui sont plus isolants, prendre des plonges qui sont
moins consommatrice d'eau, faire attention à la manière dont enfin, c'est des détails un peu bêtes, hein, mais on pense à tous les détails. Quand vous allez aux toilettes au restaurant, vous n'avez pas envie que l'eau soit trop froide, mais en fait, vous n'avez pas non plus envie d'avoir de l'eau bouillante. Et ben, il suffit juste de mitiger vos robinets et de mettre une température dirigée qui soit tiède, donc pas désagréable pour le client, mais pas trop chaude. Et là, vous faites des économies d'énergie par rapport à un restaurant où vous laissez le client totalement libre de gérer son eau. Vous pouvez mettre les sèche-mains, par exemple. Vous avez des sèche-mains qui sont extrêmement énergivores et des sèche-mains qui font attention. Donc, en fait, en pensant chaque détail, désolé, hein, je fais une réponse très longue, mais en saucissonnant tous les détails de l'expérience dans un restaurant, des cuisines à toute la partie front of house, vous pouvez à chaque fois faire des petites choses qui améliorent votre impact écologique. Et nous, Big Mama, on est dans une démarche comme ça. On veut vraiment faire attention à avoir bien pensé chaque étape pour être sûr d'avoir à rougir de rien, en fait. Et on a encore des choses à faire. Donc là, c'est des démarches qu'on a commencé, évidemment, il y a quelques années. Le Covid nous a un peu interrompus, mais on a beaucoup de choses à faire. On en a enclenché beaucoup et on continue à le faire et on continue à essayer de faire le mieux possible pour être fier de ce qu'on... Enfin, voilà, moi, je vous l'ai dit au départ, j'ai 2 enfants, donc ce sera un peu je clôture ma boucle, mais moi, je veux pas avoir à rougir devant mes enfants et je veux être fière de ce que je fais. Et je veux être fière de leur dire que moi, dans mon métier au quotidien, je fais attention à leur laisser une planète qui soit la mieux possible. Merci Bérangère et j'espère qu'ils nous écouteront hein, quand ils seront suffisamment grands pour écouter ce webinaire et qui seront fiers également de ton parcours et également des entreprises dans lesquelles tu as pu apporter ta pierre à l'édifice. Alors on a un petit peu effectivement débordé sur le temps initial, mais j'ai pas osé vous couper parce que je trouve ça déjà très intéressant et très utile d'en parler et qu'on n'a pas souvent l'occasion de le faire. Donc on va conclure ce webinaire. C'était très enrichissant, en tout cas pour moi. J'espère que ça l'ait été également pour les femmes et les hommes qui nous écoutent. Merci en tout cas à ces personnes-là de encore nous écouter. J'espère que ça va pu vous donner des idées, des ailes pour certaines et lever des barrières. Merci en tout cas à Karen, Bérangère et Sarah pour vos interventions. Et puis, très bonne journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup pour cette invitation. Bonne journée. Merci Mapal, merci à vous toutes. Bye.